Oh, ok, je vais essayer de faire des fois. Donc, je remercie Sarah, Marie-Carmen de m'avoir associée à cette conférence ce soir. Je vais tenter de partager un peu mon quotidien avec vous ce soir et vous parler notamment des violences faites aux femmes. Alors, l'optique qui a été choisie pour les discussions de ce soir, c'est de parler essentiellement des violences conjugales. Je tiens à rappeler quand même que les violences faites aux femmes, ça révèle une multiplicité de formes. On ne parle pas là ou très peu, on parle des violences sexuelles qui sont imposées aux femmes dans le cadre du couple. Les violences faites aux femmes, c'est aussi du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, c'est aussi du viol par un individu, ça révèle toute une complexité de situations. Aujourd'hui, c'est les violences conjugales, l'aspect spécifique des violences conjugales qui sera abordé, et je suis chargée notamment de vous présenter les différents dispositifs qui sont mis en œuvre en Polynésie pour tenter d'accompagner ces victimes de violences conjugales. Alors, j'essaye ma petite manette. Je pense que ça va être plus facile si j'y vais à la molette. Donc en fait, je dirige la page, et notamment le pôle Terra Maura, c'est à ce titre que j'interviens, et la structure que je dirige a pour mission première d'aider les victimes en les écoutant, les soutenant, les informant sur leurs droits, en les accompagnant sur leur démarche et aux besoins, en les orientant à monter des dossiers parfois pour obtenir le soutien d'un avocat, à les orienter vers des dispositifs de prise en charge particulière. Les femmes que nous recevons ont souvent des enfants qui méritent d'être pris également en charge, parce que les enfants des personnes qui sont des femmes violentées sont ce qu'on appelle des enfants exposés. Et même s'ils ne sont pas violentés directement, ils peuvent être considérés comme en danger, puisque ce sont des enfants qui déclenchent un certain nombre qui sont plus à risque de déclencher des difficultés dans leur évolution, notamment ils sont plus à risque de suicide. C'est des enfants qui consomment généralement plus fréquemment que les autres des produits stupéfiants. C'est des enfants qui ont plus de difficultés à se concentrer à l'école vu leur contexte de vie et qui ont donc souvent bien plus de difficultés scolaires. Et donc, dans le cadre des prises en charge des femmes victimes de violences, on essaie de prendre en charge toute la famille. Je te remercie, je suis le plus à l'aise avec la souris. Donc, enfin, presque. Ça va marcher comme ça. Voilà. Alors, les violences conjugales, et notamment les violences intrafamiliales, il était important d'en parler en Polynésie française, parce que comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le phénomène en Polynésie est particulièrement important. Si on regarde le nombre de coups et blessures volontaires, et ça ne prend pas en compte, ce graphique ne prend pas en compte toutes les violences psychologiques subies par les femmes, mais si on regarde simplement les violences en termes de coups commises dans la sphère familiale, on voit parfaitement sur ce graphique que la situation de l'outre-mer, et notamment de la Polynésie et de la Calédonie à cet égard, n'est pas très glorieuse. C'est un podium sur lequel c'est un podium qu'on n'a pas forcément envie d'atteindre, donc on n'est pas forcément envie. Alors, pour faire face à ce fléau, il y a, je vous disais, des conséquences dramatiques, un certain nombre de possibilités sont offertes aux victimes. La première à laquelle on pense, c'est souvent le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, il faut être prêt à déposer plainte. C'est pas facile pour quelqu'un qui a vécu, qui s'est engagé dans une relation affective, qui s'est confié, qui a imaginé son avenir avec un homme, éventuellement avec une femme, mais là dans ce cadre-là, bien souvent avec un homme, de tout remettre en question de sa vie. Parfois, et on l'a vu notamment dans le film de la jeune polynésienne qui est tombée enceinte rapidement, c'est compliqué quand on a arrêté l'école d'être autonome financièrement, avec un bébé à charge. Il y a une multitude de freins qui font que le dépôt de plainte est difficile. Puis, au-delà des considérations matérielles, l'affection continue d'exister au-delà des violences. Et cette affection, bien souvent, elle continue d'exister de la victime pour son
certains diront son bourreau, mais en tout cas pour son homme. Mais également, bien souvent, l'homme qui est violent aime sa victime, il a des difficultés de communication, il a des vrais problèmes de comportement. Son comportement est absolument inacceptable. Pour autant, on ne peut pas considérer qu'il n'aime pas son conjoint. Il aime mal son conjoint. Et dans un certain nombre de cas, il peut être intéressant de travailler avec l'un et l'autre des membres du couple pour faire évoluer la situation et permettre, en tout cas espérer, et permettre qu'ils reprennent un mode de conjugalité, un mode de relation de couple plus sain et en tout cas dénué de toute violence. C'est pas compliqué, c'est pas facile, c'est très compliqué, mais ça arrive, on le verra un petit peu plus loin. Donc pour faire face à ce fléau, je vous disais, il y a plusieurs dispositifs, le dépôt de plainte, les mesures d'éviction ou d'éloignement des conjoints violents, l'ordonnance de protection, le dispositif de téléphone grave danger, les groupes de parole, et également les stages de citoyenneté destinés aux auteurs de violences conjugales. Donc je vous en parlais à l'instant, le dépôt de plainte c'est une possibilité, les procédures s'engagent et parfois ça permet, le fait qu'un tiers intervienne, ça permet de stopper un comportement violent. Le dépôt de plainte, je vous le disais à l'instant, c'est compliqué, si bien que pour un certain nombre de personnes, c'est compliqué de déposer plainte contre son conjoint, si bien qu'il est possible de signaler que les voisins, les proches, la famille, l'entourage, le patron ou le collègue de travail puissent signaler aux autorités une situation de violence intrafamiliale, une situation de violence conjugale. Et pour faciliter ce signalement qui est redouté par énormément de gens, quelque chose de relativement inédit sur le territoire national a été fait en Polynésie, parce que justement en Polynésie, il y a un vrai fléau en matière de violence conjugale. Le parquet de Papeete a décidé d'ouvrir une page Facebook. On sait que ici, les Polynésiens sont très friands de Facebook. L'information circule bien via ce réseau social. Et donc, il est possible de signaler une situation de violence conjugale en envoyant un message en message privé, c'est préférable, hein, parce que sur cette adresse de la page Facebook. Donc, je vous ai fait une impression d'écran pour que vous puissiez éventuellement noter et diffuser ou relayer l'utilisation de cette page. De la même manière, très régulièrement, nous avons des victimes qui viennent nous voir parce que leur objectif, ce n'est pas forcément de faire condamner leur conjoint, mais c'est de faire en sorte qu'ils s'éloignent, qu'ils ne nuisent plus à la cellule familiale et qu'ils respectent une séparation, qu'ils acceptent la séparation et qu'ils ne reviennent plus sans arrêt au foyer. Et donc c'est important que ces mesures d'éloignement ou d'éviction, en fonction des stades de procédure, puissent être ordonnées, puissent être connues déjà, pour être sollicitées, pour que quand quelqu'un va déposer plainte, il puisse déjà le mentionner à l'officier de police judiciaire qui va prendre la plainte, pour que celui-ci aussi puisse relayer ce besoin au niveau du parquet, et que derrière, le procureur de la République puisse envisager une mesure, comme une mesure alternative aux poursuites. On ne poursuivra pas un monsieur, par exemple, si les violences sont légères, si c'est la première fois, sous réserve que celui-ci accepte de quitter le domicile. C'est une des possibilités, ça se développe de plus en plus, ça n'a pas été utilisé pendant très très longtemps, et on rencontre depuis maintenant un an, de plus en plus, enfin le parquet de Papeete a de plus en plus recours à cette méthode dans des cas qui s'y prêtent, pas dans des violences très lourdes, très graves, d'accord, mais sur ce qui est considéré comme des dossiers qui peuvent se régler rapidement et dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt d'une justice qui soit rapide aussi. Ça peut faire partie des conditions, souvent c'est assorti à d'autres conditions, s'éloigner ou ne pas venir au domicile conjugal et aller consulter un psychologue. Il peut y avoir plusieurs mesures qui sont ordonnées par le parquet, mais en tout cas c'est une possibilité et je pense que ça mérite, que l'information sur ces mesures d'éloignement mérite d'être diffusée. Alors, cette mesure d'éloignement, elle peut être ordonnée à différents niveaux, je vous le disais à l'instant dans le cadre des alternatives aux poursuites, mais également dans le cadre de l'instruction, quand il y a une affaire grave qui nécessite l'ouverture d'une instruction.
Par exemple, des violences volontaires régulières qui ont entraîné un incident grave, des circonstances particulières, parce qu'il y a eu des viols répétés en matière de viol. Vous savez que le viol est un... Enfin, ou alors vous le savez, ou je vous le dis, le viol est un crime. En matière de crime, il y a toujours l'ouverture d'une instruction. Et donc, cette interdiction de contact et cette sortie du domicile peut être prononcée aussi dans le cadre de ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. Enfin, dans le cadre d'une sanction pénale ou même d'un aménagement de peine, l'interdiction de contact et l'éviction, voire l'éviction des conjoints violents peut être également ordonnée. Alors, l'ordonnance de protection, on vient d'en parler aussi. Je vais vous repasser un petit film rapide là-dessus. Un homme violent, ça fait très peur. Moi, j'ai très peur de mon compagnon. Il me frappe souvent, il me suit, il me menace, il me harcèle. Alors j'ai appelé le 3919, qui est le numéro gratuit. Et ça m'a décidé à aller voir une association qui aide les femmes dans cette situation. J'ai expliqué que j'avais peur, et elles m'ont cru. La dame de l'association m'a parlé de l'ordonnance de protection. C'est pour demander à être protégée contre son compagnon violent. Elle m'a dit « Vous n'avez pas besoin d'avoir un avocat ou d'avoir porté plainte. Il faut juste remplir le formulaire. Ça s'appelle une requête ordonnance de protection. Il y a 3 pages à remplir. Sur la première page, il faut noter l'identité des personnes concernées. Moi, mon mari, mes enfants. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire d'être marié pour demander l'ordonnance de protection. La deuxième page, c'est pour décrire ce qu'il m'a fait et pourquoi je me sens en danger. Car il faut justifier pourquoi on demande à l'État une protection. À l'association, elles m'ont dit d'ajouter le témoignage d'une collègue à qui je m'étais confiée. Elle a écrit une lettre qui disait qu'il m'avait déjà envoyée à l'hôpital et qu'elle savait que j'avais peur. Sur la 3e page, j'ai demandé que mon mari n'ait pas le droit de venir à mon domicile et qu'il ne connaisse pas ma nouvelle adresse. J'ai demandé qu'il n'ait pas le droit d'avoir une arme, qu'il ne voit pas les enfants chez lui, mais dans un point rencontre. J'ai déposé le formulaire au tribunal de grande instance, au service des affaires familiales. La juge aux affaires familiales m'a reçu directement pour évaluer la situation. Elle nous a convoqués dans les 15 jours, mon mari et moi. J'avais demandé l'aide juridictionnelle pour avoir un avocat. La juge nous a écoutés tous les deux. Mon mari a essayé de se défendre. J'ai obtenu l'ordonnance de protection. Elle m'a attribué le domicile conjugal et la garde des enfants. Mon mari n'a plus le droit de venir chez nous. S'il ne respecte pas l'ordonnance de protection, il risque 2 ans de prison et une amende de 15 000 €. Mais cette ordonnance ne dure que 4 mois. C'est seulement si on est marié et qu'on demande le divorce que les 4 mois peuvent être prolongés. Il faut donc en profiter pour s'organiser. Sachez que de nombreuses ordonnances de protection sont rendues, elles sont rendues de plus en plus régulièrement par les juges aux affaires familiales à Papeete. Alors très régulièrement, contrairement à ce qui est indiqué dans le film, la plainte est quand même sollicitée. C'est plus facile d'obtenir une ordonnance de protection quand derrière on a quand même un dépôt de plainte, des certificats médicaux. C'est pas indispensable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois la délivrance d'ordonnances de protection sans plainte, mais c'est toujours plus délicat à obtenir, et donc sans dépôt de plainte, il faudra quand même étayer très sérieusement son dossier avec des attestations, avec des témoignages éventuellement de personnes qui auraient été témoins d'agissements violents du conjoint ou du concubin, avec des certificats médicaux, en tout cas un faisceau d'indices qui permettent d'estimer que le conjoint est réellement violent. Ou que les enfants sont, éventuellement, quand il y a des enfants, que les enfants sont en danger.
Donc ce dispositif d'ordonnance de protection est particulièrement intéressant en ce sens que la vie familiale est souvent le premier motif pour rester avec un conjoint violent. Beaucoup de gens encore estiment, beaucoup de femmes encore ne quittent pas leur conjoint parce qu'elles estiment que comme elles n'ont pas de travail, elles vont pas avoir la garde de leurs enfants. Et que donc elles sont un peu liées à leur bourreau financeur qui, parce que c'est l'homme, parce que c'est le patriarche, aurait tout droit sur la famille. Donc c'est un conditionnement, hein. On sait que les violences dans le phénomène de violence conjugale, je ne sais pas laquelle d'entre nous en parlera, mais il y a souvent également un phénomène d'emprise qui s'installe au fur et à mesure des années. Ce phénomène d'emprise laisse croire un certain nombre de choses aux personnes qui en sont victimes, qui rendent la possibilité de sortir du phénomène de violence conjugale de plus en plus compliquée. Sachez que l'ordonnance de protection donc existe en Polynésie. Elle a le mérite, notamment, l'ordonnance de protection, en plus de fixer les modalités de garde des enfants, en plus de fixer l'autorisation de résider séparément, de fixer également le domicile de chacun, de formaliser la séparation. Elle a l'avantage souvent de prononcer une interdiction de contact entre l'auteur et la victime de violences conjugales. Et ça, c'est très très important parce que dans des cas où les femmes sont menacées, suivies, réellement en danger, il est nécessaire d'avoir une interdiction judiciaire de contact pour pouvoir disposer de ce qu'on appelle le dispositif de téléphone grave danger. Depuis maintenant mars 2017, la structure que je dirige dispose d'une vingtaine de téléphones grave danger qui font l'objet d'attributions pour des victimes identifiées comme étant en grave danger et dont la demande de téléphone grave danger a été validée par les services du parquet après une enquête sociale. Donc le dispositif de téléphone grave danger, en fait, c'est un dispositif, c'est comme un téléphone qui permet d'appuyer sur un bouton d'alerte. Le bouton d'alerte appelle le 17. Au niveau du 17, les numéros des téléphones qui sont associés au dispositif grave danger sont identifiés comme des numéros prioritaires sur lesquels il faut intervenir de toute urgence si jamais il y a un appel sur le 17. Donc si jamais le dispositif est enclenché. Ça permet aux forces de l'ordre de prioriser leurs interventions en sachant que cette victime-là a été identifiée par tout le monde, en tout cas par les services de la justice, notamment du parquet, comme étant potentiellement en danger de mort. Donc l'objectif, c'est de lutter contre les nouveaux passages à l'acte, puisque ce sont des victimes qui ont déjà été repérées. Et en plus de l'attribution de ce dispositif, en fait, l'association d'aide aux victimes qui le gère au quotidien doit s'assurer régulièrement, et au minimum 2 fois par mois, mais concrètement, c'est bien plus régulièrement que ça, de contact avec la dame, vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas de menace, si le mis en cause respecte l'interdiction de contact, s'il ne la surveille pas même à distance, etc., si elle a des besoins particuliers, puisque généralement ce sont des personnes fragilisées. Très vite, j'accélère. Donc, qui peut demander une ordonnance qui peut demander un dispositif de téléphone grave danger? Des victimes de faits de violences commises par un conjoint, un concubin, un partenaire lié par le PACS, un ancien conjoint concubin ou pacsé. Ça, c'est important parce que souvent, les victimes pensent que comme elles ne sont plus, elles n'étaient plus ensemble depuis un certain temps avec leur conjoint, elles ne sont plus réellement victimes de violences conjugales. Non, ce dispositif peut être mis en œuvre également pour ces victimes-là, et également, même si c'est beaucoup plus rare, pour les victimes de viol. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, donc il faut d'abord que la victime le veuille, il faut qu'on ait son consentement.
On ne va pas imposer un dispositif à quelqu'un qui n'en voudrait pas, bien évidemment. Il faut quand même qu'il y ait une absence de cohabitation. Alors ça, c'est une disposition qui a vocation à évoluer, sur laquelle l'Assemblée travaille, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de dames qui sont en danger, alors même qu'elles n'ont pas l'interdiction judiciaire de contact et l'absence de cohabitation n'est pas possible. Elles ne sont pas prêtes à sortir du domicile. Et pour autant, elles sont en grave danger. Donc il y a des discussions pour faire évoluer les textes en ce sens. Pour l'instant, pour pouvoir remettre un TGD, on est obligé la victime est obligée de disposer d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact. Et il faut que la victime soit vulnérable en situation de danger du fait de l'auteur. La procédure, elle est simple. En fait, il faut un signalement. Bien souvent, le signalement va aboutir à une plainte. Concrètement, la victime va être reçue va être orientée vers l'association ou vers le CIDFF éventuellement, ou une association ou un avocat, pourquoi pas. Celui-ci peut demander l'attribution, peut demander au parquet soit de prononcer une interdiction judiciaire de contact, soit saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection. Concrètement, en Polynésie, pour l'instant, tous les TGD remis ont reposé sur la base d'une ordonnance de protection, sur l'interdiction judiciaire de contact énoncée par une ordonnance de protection. Derrière, il y a un rapport d'enquête sociale. S'il est favorable, c'est un avis basé sur une enquête sociale qui est diligentée actuellement par nos services. Et sur la base de cette enquête sociale, le procureur de la République décide de la remise ou non du dispositif TGD. Et donc le TGD peut être confié pour 6 mois renouvelables. C'était 4. On est en train de travailler sur les textes pour que ça devienne légal. En France, c'est légalement 6. Ici, il y a un problème de transposition. Concrètement, c'est 4 mois renouvelables et donc ça peut durer un certain temps. Voilà. Enfin, pour les victimes qui n'osent pas déposer plainte ou qui ne souhaitent pas déposer plainte et qui veulent travailler sur leur conjugalité, il existe aussi à Papeete et à Taravao des groupes de parole qui sont animés par des psychologues. Donc le groupe de Papeete est en train de se tenir au moment où je vous parle, puisque c'est en soirée de 17h30 jusqu'à 19h30, 20h en général, tous les jeudis, dans les locaux de la structure. Et là, on reçoit sur ces groupes de parole des auteurs et des victimes qui souhaitent ne plus être impliqués dans des dynamiques de violence. Les gens ne sont pas obligés de venir en couple. Si un seul des membres du couple souhaite venir, il est bienvenu. On n'est pas obligé de venir en couple. Le même dispositif est mis en place à Taravao depuis fin février, début mars cette année, 2018. Et il se tient du coup les mercredis matins, donc à la presqu'île. Voilà. Et puis très rapidement, depuis quelques années, ont été développés les stages de citoyenneté. On appelle ça ici les stages de citoyenneté, puisqu'ils préexistaient à la loi de 2014, qui en a changé le nom, mais dont l'objectif était le même. Et en fait sont organisés pour essayer de sensibiliser les auteurs les moins impliqués dans leur comportement violent, des stages dans le cadre d'alternatives aux poursuites, où sont dispensés des modules de sensibilisation sur les effets de l'alcool et de la violence que la désinhibition liée à l'alcool, comment les hommes violents peuvent frapper plus fort et de manière parfois complètement inconsidérée sous l'effet de l'alcool. Quelles sont les dispositions légales en matière de violence conjugale? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Et enfin, il y a un dernier module qui tend à travailler sur les comportements, sur le pourquoi, sur les situations d'évitement. Dans un couple, il y a toujours des conflits. Comment on peut gérer le conflit dans le couple sans avoir recours à la violence? Alors, il y aurait plein d'autres sujets dont on pourrait parler. Il y a de multiples actions qui sont menées, mais nous sommes nombreux à intervenir ce soir. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole au suivant. Bien, bonsoir à tous.
Merci à Sarah Marie de nous avoir invités à cette conférence et de nous permettre de présenter l'action de notre association, le Club Sœurs Optimistes International. Donc on va commencer par visionner un petit film très court de 4 minutes. Le Sœurs Optimistes International, SI, est une organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale. Dans le monde entier, les Sœurs Optimistes œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l'éducation, l'égalité, le développement et la paix. Nous sommes une organisation non gouvernementale, une ONG qui est une voix universelle pour les femmes. Nous avons des représentantes au Conseil de l'Europe et nous sommes membres du Comité européen pour le lobby des femmes, CLEF. Le SI est également accrédité avec un statut consultatif permanent auprès de plusieurs organismes internationaux au sein de l'ONU, UNESCO, UNICEF. Grâce à des partenariats internationaux et à un réseau mondial de plus de 75 000 membres répartis dans 3 000 clubs présents dans 123 pays, impliqués dans plus de 4 000 projets chaque année, le SI est un club service important qui collecte plus de 7 millions d'euros afin d'aider 1 million de femmes et de filles dans le monde entier. Le SI France, c'est 2700 femmes œuvrant au sein d'une union française comptant 119 clubs répartis sur tous les territoires français. Nos ambitions, une vision pour l'avenir, une dynamique pour le présent. Nous nous engageons au niveau local, national et international dans des projets de services et des actions concrètes visant l'éducation des femmes et des filles pour qu'elles soient en mesure de réaliser leur potentiel et de prendre leur vie en main. L'autonomisation et le leadership des femmes pour qu'elles soient des actrices de changement pour un monde meilleur. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La santé et la protection de l'environnement afin d'améliorer les conditions de vie des femmes et enfants. Nous nous mobilisons pour défendre les objectifs des grandes journées internationales célébrées par l'ONU qui rythment nos temps forts. 11 octobre, Journée internationale des filles pour défendre l'accès à l'éducation. 25 novembre, Journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 10 décembre, Journée internationale des droits humains. 8 mars, Journée internationale de la femme. 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation et de la lutte contre l'illettrisme. 21 septembre, Journée internationale de la paix. Comprendre, défendre, entreprendre est notre devise. Nous l'appliquons dans nos nombreuses actions. Participer à des forums, des colloques et organiser des campagnes de sensibilisation. Offrir des bourses aux filles qui se destinent à des métiers encore peu pratiqués par les femmes. Offrir des bourses de perfectionnement et développer le mentorat pour soutenir les carrières professionnelles des femmes. Organiser des salons pour valoriser les talents de femmes. Soutenir des associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donner accès à un système de soins de qualité et à toutes les ressources d'un environnement sain. Être membre du Sœurs Optimistes International? Pourquoi pas vous? Vous êtes une femme active, engagée, concernée par la défense des droits de la femme et l'avenir des générations futures. Vous souhaitez rejoindre un réseau international, apporter votre aide sur le terrain dans les domaines qui vous motivent, rencontrer des femmes de tous horizons mettant leurs compétences professionnelles au service des autres. Contactez-nous. présidente@seuroptimiste.fr www.seuroptimiste.fr. Nous sommes présents dans 120 pays. 120 pays, nous sommes une organisation non gouvernementale. Nous siégeons à l'ONU et nous avons également des ramifications à l'UNICEF. Le club Sœurs Optimistes a été créé aux États-Unis en 1924 et en France, c'est Suzanne Noël qui a créé le premier club européen, puis le club français
en 1930. Suzanne Noël, qui était chirurgien durant la Première Guerre mondiale et qui a beaucoup lutté pour le droit des votes des femmes. Donc l'Union française, sous laquelle nous dépendons, donc ici au club de Tahiti, nous menons des actions dans de nombreuses thématiques que sont l'éducation, l'autonomisation et le leadership, la santé. Nous menons beaucoup d'actions sur l'endométriose notamment. Nous intervenons dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de la paix également, et bien évidemment dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc notre devise, c'est comprendre, défendre, entreprendre. Donc, comment nous fonctionnons? Nous avons des réunions locales mensuelles, des assemblées générales nationales, et nous participons également à de nombreux congrès internationaux annuels. Et puis, nous partageons des valeurs d'amitié, de solidarité, de diversité socioculturelle et professionnelle qui permettent à chacune d'élargir sa vision de la société. Je vais aller très vite pour vous parler quand même de nos actions. Donc, nous sommes 25 membres au club de Tahiti. Nous existons depuis 1980. En 2020, nous fêterons nos 40 ans. 25 femmes actives qui sont pour certaines présentes ce soir. Et nous œuvrons donc dans certains domaines. L'année dernière, dans le cadre de notre opération nationale cinéma, nous avons soutenu l'association Waihineorama de Tahiti, donc Marie-Noël et Betawi, parce que toutes les actions que nous menons, tous les bénéfices de nos actions vont venir financer ce type d'association. Nous travaillons également beaucoup avec le conservatoire artistique de la Polynésie française et nous prenons en charge des bourses d'études artistiques pour des jeunes filles. Nous faisons ça depuis plus de 5 ans maintenant. Nous travaillons évidemment sur l'endométriose. C'est un vaste sujet pour nous qui a donné lieu récemment d'ailleurs à la création d'une association Endomine Polynésie. Nous travaillons sur le domaine de la paix et le 10 décembre, nous aurons la journée des droits humains. Nous montons des actions et l'action pour la journée de la paix, nous organisons un concert et tous les bénéfices sont utilisés pour mener des actions en faveur des femmes. Nous sommes également partenaires depuis sa création de la saga. Nous avons, dans le cadre donc du concert de la paix, pris en charge des formations au Poitého, dont le contenu était reconsidération de soi et recherche d'emploi. Ces formations ont été également beaucoup de succès. Elles seront maintenues et poursuivies en 2019. Et puis nous avons une opération nationale, parce que nous travaillons beaucoup avec l'Union française. Nous avons une opération nationale et dans le cadre donc des 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre contre les violences faites aux femmes, nous organisons une soirée cinéma. Donc pour nous, ça sera le 27 novembre au Majestic. Nous diffusons cette année un film un petit peu plus léger que l'année dernière, puisque le film l'année dernière, c'était Jusqu'à la garde. C'est un film qui s'appelle Les Conquérantes et qui aborde sur le ton de la comédie le combat historique des femmes pour leur droit de vote. Et ce film met l'accent sur toutes les violences faites aux femmes par la négation même de leurs droits en tant qu'êtres humains. Donc voilà, nous vous invitons à venir, à nous rejoindre ce jour à partir de 18h au Majestic, et je voulais simplement vous dire que les billets seront en vente sur place à partir de 17h. Vous pouvez également acheter vos billets auprès de Naja, qui est là ce soir et qui a amené des tickets. Les bénéfices de cette action nous permettront de soutenir une association qui aide les femmes en situation difficile. Voilà, notre association est une petite association, mais elle est également une grande association puisque nous sommes une association internationale de femmes. Nous œuvrons dans de nombreux domaines et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir financer et aider
les femmes et les jeunes filles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Yorana Tato Padoa. Bonsoir, Monsieur le Président de l'Université. Bonsoir à toute l'équipe qui a organisé cette conférence. Merci beaucoup à Sarah Marie Cabon, qui est nouvellement nommée à la tête de cette mission égalité femmes-hommes au sein de cette université. Et je suis particulièrement émue d'être là, puisque il y a près de 30 ans, j'étais sur les bancs de cette université. Et j'aurais rêvé d'avoir une Sarah Marie pour s'occuper de nos difficultés de discrimination à l'égard des jeunes filles que nous étions à l'époque. Mais vous avez beaucoup de chance, les étudiantes, aujourd'hui. Je voudrais saluer toutes les présidentes d'associations, en particulier la présidente du Conseil des femmes qui est là, qui est représentante à l'Assemblée. Également toutes les associations présentes. Je reconnais mes Vahineorama qui sont présentes également. Et bien sûr, tout le tissu associatif. Tous les professionnels également, et notamment notre représentant de la gendarmerie avec qui on travaille vraiment en grande collaboration. Et j'ai une pensée particulière pour notre juge des affaires familiales avec qui on a bien travaillé il y a quelques années, qui a d'ailleurs écrit un livre, il vous en parlera après, et qui parle de nous et de ce qu'il a rencontré en Polynésie. Donc merci beaucoup Godefroy d'avoir pu te libérer, et puis surtout qu'il prend l'avion ce soir. Donc c'était la dernière ligne droite avant de prendre l'avion. Alors, avant de commencer mon intervention, il me semblait important, pour rentrer dans le vif de mon intervention, que nous parlions tous et toutes de la même chose. En l'occurrence, il était important de définir qu'est-ce que c'est que finalement cette violence conjugale, parce que tout le monde en parle, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Bon, on l'a appréhendé à travers les films qu'on vient de voir, mais il me semblait que c'était intéressant d'en avoir une définition notamment reconnue au niveau international et au niveau national. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini la violence comme la menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal-développement ou des privations. Ces violences peuvent être verbales, les insultes, psychologiques, le mépris, l'ignorance de l'autre, financières, privation de toute ressource, mais aussi physiques, avec blessures, sévices sexuels pouvant aller jusqu'au viol et au meurtre, ou même conduire les victimes au suicide ou à l'homicide. En France, en 2004, le sociologue français Daniel Welzer-Lang a défini la violence conjugale comme étant l'utilisation paralysante et destructrice du pouvoir par lequel une personne impose à une autre sa vision de la vie, la contraint à la renonciation de toute idée, tout désir en opposition au sien, et l'empêche de penser et d'être elle-même. En Algérie, en 2016, il y a à peine 2 ans, le docteur Bouziba Saliha de l'université de Béjaïa affirme quant à elle, dans une publication, que la violence conjugale est très particulière. D'abord, elle ne surgit pas par hasard. Elle implique l'usage de la force et de la menace. Le geste violent est une stratégie qui vise une fin. Il constitue un abus de pouvoir au niveau des intentions poursuivies, contrôler, dominer, insulter, menacer, gifler, tuer. Pour elle, la violence conjugale se distingue des autres violences en raison de son caractère particulier. En effet, pour un grand nombre de femmes, le domicile n'est plus un lieu de paix et de sécurité, mais l'endroit où elles sont quotidiennement confrontées au mépris et aux agressions de tous ordres, physiques, d'ordre sexuel et surtout psychologique, comme on l'a pu le voir dans les films qui nous ont été projetés.
À mon sens, il était intéressant de constater également que finalement, dans les rapports nationaux comme internationaux, la violence est abordée à travers l'angle de la santé. Et j'ai retrouvé le rapport Henrion, qui a été remis au ministre de la Santé français en 2001, qui établit les effets des violences et qui les constate, notamment en traumatologie. Et là, je vais parler des séquelles. En effet, la violence conjugale cause des lésions traumatiques, souvent multiples. Elles sont d'âges différents et de nature variée. Érosion, ecchymose, hématome, contusion, plaies, brûlures, morsures, traces de strangulation, mais aussi fractures. Elles siègent principalement au visage, au crâne, au cou, aux extrémités, mais peuvent être dissimulées par des lunettes, le maquillage, les vêtements. En psychiatrie également, on parle de pathologie psychiatrique. Les dépressions frappent plus de 50% des femmes victimes de violences conjugales. Elles sont caractérisées par une perte d'estime de soi, un repli sur soi, des troubles du sommeil et de l'alimentation, des idées et ou des tentatives de suicide. Les abus de substances psychoactives sont fréquents avec la consommation de tabac, d'alcool, de drogue et de médicaments. Les troubles psychosomatiques font régulièrement partie du tableau clinique, de même que les troubles cognitifs comme des difficultés de concentration et d'attention, des pertes de mémoire. De nombreuses femmes victimes de violences conjugales présentent tous les signes d'un syndrome psychotraumatique, syndrome commun à toutes les personnes qui ont subi un traumatisme grave. Dans l'ensemble, les femmes victimes de violences conjugales reçoivent 4 à 5 fois plus de traitements psychiatriques que celles de la population en général. La violence conjugale génère également des effets en gynécologie et en obstétrique. Les troubles gynécologiques sont dus aux violences sexuelles elles-mêmes ou à l'impact des autres formes de violence sur l'image que la femme a de son propre corps. De ces violences découlent des troubles de la sexualité, avec des douleurs durant l'acte sexuel, l'absence d'orgasme, les dérèglements des règles menstruelles. Les conséquences obstétricales sont également importantes. Selon ce rapport Henrion, la grossesse est un facteur déclenchant. On l'a entendu dans les films à plusieurs reprises. Donc la grossesse est un facteur déclenchant ou aggravant les violences conjugales. 4 femmes sur 10 battues rapportent avoir subi ces violences domestiques pendant la grossesse. Les violences physiques peuvent entraîner des avortements spontanés, des ruptures prématurées des membranes et des accouchements prématurés, des décollements placentaires suivis de souffrances et de mort fœtale, des hémorragies, voire même des ruptures utérines. Les pathologies chroniques qui nécessitent un traitement continu, un suivi régulier, sont susceptibles d'être aggravées par les violences, que ce soit des affections pulmonaires, des affections cardiaques ou troubles métaboliques. Il peut être difficile pour la femme de suivre son traitement, de consulter un médecin du fait de son mauvais état de santé physique, de son état dépressif, et parce que son mari ne veut pas qu'elle aille consulter et perturbe les soins qu'elle pourrait recevoir. Le rapport Henrion conclut que la mort peut être l'issue ultime de la violence, qu'il s'agisse de suicide, d'homicide ou de décès dus à des pathologies en lien avec la violence, telles que des lésions du foie ou des ruptures de la rate. Le recensement des décès liés aux violences conjugales a confirmé ce risque mortel. Une femme en meurt tous les 3 jours en France. Un homme en meurt tous les 16 jours, et ça on le sait moins. Dans un cas sur 2,
la femme est auteure de l'acte, elle subissait des violences de sa part. 31% des crimes conjugaux sont liés à la séparation. Et je terminerai en vous lisant une petite lettre d'une victime qui s'appelle Blandine. Je sais que je voulais partir, moi, si lui ne le savait pas. Alors la vie devint intenable. Menaces de mort, coups, méchanceté, pleurs même, comédie à la maladie, tout y passa. Je ne pus plus dire que je voulais partir, sous peine de le voir entrer dans une fureur redoutable. Il ne se sentit plus par moments. Et cette jalousie, je ne pouvais plus rien faire. Et s'il avait pu m'empêcher d'aller travailler pour que je ne rencontre personne, il l'aurait fait. Il ne pouvait comprendre que je ne l'aimais plus et que je ne voulais plus de cette vie où il n'y avait plus que lui, moi et notre fils Ludovic. Et surtout, personne d'autre. Plus d'amis, plus de famille, rien. Sa fierté, son orgueil étaient touchés par le fait que je ne l'aimais plus. Je veux que tu fasses, je veux que tu me re-aimes. Si tu le veux, tu le pourrais. Insensé, son angoisse, il l'a déballée sur moi et des soirées entières, il me persécutait en me disant des choses méchantes et injustes. Mes nerfs qui avaient déjà subi quelques dégâts au cours de toutes ces années, où j'ai toujours voulu cacher nos peines à tout le monde pour ne pas faire de soucis, se dégradent de plus en plus. Je ne sais comment encore je peux tenir. Un mal moral, psychique, devient à certains moments tellement fort que j'en ai la nausée. Comme tout cela est dur. Un écœurement de la vie, de tout, un cauchemar perpétuel. Comment cela va-t-il finir? La peur qu'il mette à exécution ces menaces de mort me hante à chaque minute. Oh, je n'en peux plus. Pourquoi ne peut-il pas comprendre que je veuille vivre autrement, libre de mes actes, de ma vie? Je ne suis pas une chose qu'on prend et que l'on laisse. Je suis une personne indépendante avec mon caractère, mes réactions, mes désirs, mes peines. Blandine écrit ces mots le 20 avril 1984. Le 9 mai 1985, elle meurt, comme elle l'avait annoncé, abattue par Luc, son mari. Luc a été condamné à 18 ans de réclusion par la cour d'assises du Rhône. Maruru Parhei. Merci Sandra. Je laisse la parole désormais à Godefroy Duménil, juge aux affaires familiales, qui est de retour en Polynésie, pile au moment où nous organisons cette conférence. Merci. Yaranaoto, bonjour à chacun. C'est un peu fou d'accepter d'intervenir alors que tu vas partir pour de bon ce soir, il faut être un peu fou, mais c'est à la mesure de l'importance du sujet que vous avez choisi et de l'importance que j'accorde à ce sujet. C'est vrai que je suis là depuis 10 jours pour intervenir suite à un livre que j'ai écrit, Juge au cœur de 10 000 familles, où, à la faveur de ce que j'ai vécu ici, et que je vois aussi en métropole, parce que je ne crois pas que la métropole c'est tellement plus ou je ne sais pas quoi, bien sûr, eh bien, je constate que dans les séparations, qui sont des situations de danger, la justice, mais aussi notre sens, votre sens de la justice, peut ramener la paix entre personnes séparées, qui a des moyens, et aussi, plus tard, ou corrélativement, comment, d'abord, je l'ai déjà dit, mieux se séparer, et sinon, comment moins se séparer. Alors là, je fais la pub, voilà le bouquin. Je fais la pub, mais je limite tout de suite 2 choses. La première, c'est que les auteurs, en général, ils touchent un peu moins de 10% du bouquin, du prix du bouquin. Si vous pensez qu'ils s'enrichissent, c'est ça, il faut y croire. Plutôt que vouloir faire fortune, c'est pas ça. Et deuxièmement, surtout, je préfère quelqu'un qui me dise « j'ai pas acheté ton bouquin, et je l'ai lu 3 fois, et là, ça m'a touché »,
Donc celui qui dit « j'ai acheté ton bouquin, il est bien mis à une place, il faudra que je le lise quand j'aurai le temps ». Donc, ce qui me frappe, c'est que depuis que je suis arrivé sur le Fénois, le nombre de personnes qui me parlent. Et cette femme, qui travaille dans un grand hôtel, il y a quelques jours, elle me dit « Tu sais, on a vécu longtemps ensemble, et ah bon, combien de temps? Plusieurs dizaines d'années. Et ça se passe bien avec lui? Oui, ça se passe bien. Et ça a toujours été comme ça? C'est-à-dire quoi? Alors je veux droit au but, hein, on n'a pas le temps, et moi avec vous, et moi avec elle. Tu veux dire qu'il y a eu de la violence? Et il y en a? Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été condamné à 3 mois de prison sursis. C'était à combien de temps? Après 10 ans qu'on était ensemble. Je n'ai pas su, je ne vous le dirai pas, si ça a duré 10 ans jusqu'à la condamnation ou les dernières années, peu importe. Ce que je vois, c'est que je lui demande tout de suite, et après il y a eu les hauts et les bas. Mais jamais t'as parlé. Jamais t'as parlé. Je crois qu'il faut d'abord avoir confiance dans l'idée que ce que l'on veut, c'est arrêter la violence. Alors ce que je trouve extraordinaire, quand Sandra Lévy-Agami m'a proposé comme juge aux affaires familiales d'intervenir devant Vahine Orama, c'est ces femmes qui disaient « Nous aimons les hommes, nous n'aimons pas que ces hommes fassent cela. » Et puis c'est tout. Et il faut être très clair. Qu'est-ce que ça veut dire être très clair? La phrase clé, c'est Montesquieu. Tu mets le compte à rebours, hein, comme pour Sandra, comme ça je vois où on en est. La phrase clé, c'est Montesquieu. Quiconque a du pouvoir est tenté d'en abuser. C'est la tentation pour les hommes, c'est la tentation pour les femmes. Quiconque a du pouvoir est tenté d'en abuser. Et la suite, tout de suite, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc pour ceux qui ont des couples harmonieux ici, c'est que l'autre a su vous dire non à un moment donné, parce qu'il ne faut pas dépasser les bornes et que tout le monde a tendance, même par gentillesse, de tisser sa toile d'araignée. Donc, la question que je me suis posée en regardant les films, c'est comment en est-on arrivé là? Comment est-on arrivé là? Bon, d'abord, je suis très content d'être parmi vous, mais je suis très déçu qu'il y ait la qualité, mais pas la quantité. J'ai compté, avec mon excellente voisine de droite, à gauche pour vous, il y a 14 hommes, 52 femmes. Alors, disproportion, j'y suis habitué, c'est souvent comme ça. Mais je trouve qu'on n'est pas très nombreux. Heureusement qu'il y a la qualité. Tout à l'heure, Cécile nous a dit qu'il y avait beaucoup plus, ça m'a impressionné, beaucoup plus d'infractions qui étaient constatées par la gendarmerie et la police. Mais je me souviens de mon cours de première année de droit où on parlait de délinquance légale. La délinquance, c'est jamais légal, hein. Mais la délinquance légale, c'est ce que dans notre jargon, on appelle la délinquance constatée par les gendarmes. Je crois qu'il y a un commandant de gendarmerie qui est là, a-t-on dit tout à l'heure, par les gendarmes et par les policiers. Donc, je ne vais pas commenter les chiffres de Cécile, mais dire qu'il est possible aussi, et là c'est tant mieux, qu'on porte beaucoup plus plainte, qu'on ne se laisse plus faire en Polynésie, en Calédonie, et là bravo pour nous, parce que là c'est tant mieux. La délinquance légale, c'est la délinquance constatée, c'est-à-dire que si on ne va pas porter plainte, c'est pas enregistré. C'est pas la délinquance réelle, il y a un chiffre noir, et on peut espérer que le chiffre noir entre délinquance légale et délinquance réelle soit le plus petit possible, c'est-à-dire que les gens ne se laissent pas faire. En 3 mots, comment donner des forces aux femmes, comment donner des forces aux enfants et comment donner d'autres forces aux hommes. Ce qui est extraordinaire, c'est la réaction de la belle-mère. Elle dit quoi? Elle dit « accepte la claque ». Moi, je dis exactement le contraire. Je dis la première claque, c'est non. Si déjà, aux premières insultes, Tata Vahine qui fait une crise pas possible, mais jamais on va parler comme ça, non, mais tu n'es pas comme... Eh oh. Si elle commence à faire une crise des premières insultes, ça donne pas envie, hein. Et la claque. Comment accepter la première claque? Il faut dire à tout le monde autour de nous, la première claque, c'est non. C'est non. Ou la première série, parce qu'on a vu que là, c'est difficile de dire non à la première, mais en tout cas, cette soirée-là, si elle reste ce soir-là, de la même manière, où elle va découcher, où elle va sur le canapé, où elle va lui rendre les claques à lui, ça, non. On rend ce qui ne nous appartient pas, mais là, il faut faire gaffe. Par contre, est-ce qu'on va en parler à autrui? Est-ce qu'on va porter plainte? Souvenez-vous de tout à l'heure, la femme que j'ai, dans le grand hôtel du Fénois, elle a porté plainte, il a été condamné. Certains diraient, zut, que du sursis. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il a été arrêté. Donc, la première claque, c'est non, il faut réagir. Et si elle est suivie par une autre ensuite, un autre jour, on porte plainte. On ne se laisse pas faire.
Et peut-être que si c'est la sombre brute, il y a un diagnostic à poser. Qui est le tanné avec qui je vis? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je continue à vivre ou c'est la sombre brute? Si c'est la sombre brute en ce moment, je pense à ce garçon étonnant, ici sur le Fénois, qui me dit « Mon père, ça a été abominé avec ma mère et je ne comprends pas pourquoi. Avec d'autres femmes, il était pareil. Là, il est avec une femme. Et il est devenu différent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. » Peut-être que cette femme-là ait dit non à certaines choses. Et il faut renforcer les femmes autour de nous pour savoir qu'elles disent non. Dans certains cas, le non va suffire, porter plainte, aller même en prison. Pourquoi pas? La justice fait son boulot, j'ai grande estime pour mes collègues qui sont ici sur le Fénois. La justice fait son travail, chacun son travail. Et j'ai toujours à cœur, parce qu'en France métropolitaine, on a aussi les mêmes soucis, de dire, eh bien, si je te condamne, parce que je suis en tant que juge correctionnel, eh bien, c'est pas à cause de ta vaginée, c'est pas à cause de ta femme. C'est parce que j'estime comme juge qu'il y a lieu de te condamner, ou en métropole de vous condamner. C'est nous qui décidons, c'est pas elle qui décide. Elle dit c'est pas juste, c'est tout. Et à nous de voir si c'est juste ou pas juste. Comment donner des forces aux femmes? Tu as fait un beau lapsus tout à l'heure, Cécile, quand tu as dit elles n'ont pas l'interdiction d'entrer en contact. Eh bien non, mais elles n'ont jamais l'interdiction d'entrer en contact. C'est l'agresseur qui a l'interdiction d'entrer en contact. C'était un lapsus. Mais pourquoi j'en parle? Parce que c'est drôlement difficile quand la femme est avec un homme qui a l'interdiction d'entrer en contact avec elle, et combien de fois je l'ai vu qu'elle l'appelle. Ah non, bien sûr qu'elle a le droit. Mais ça, c'est le mettre en difficulté. Et je dis aux hommes qui sont devant moi, tu dis, ou vous dites, non, j'ai pas le droit de te parler. Je ne te parle pas. Au revoir. Parce que c'est lui qui va être en difficulté. Donc, il faut être clair. Il y a une ascèse, mais savoir dire aussi à la femme, eh bien, peut-être que ce temps, ça sera plus dur pour toi qu'il y aura un amour plus grand. On va pas s'inquiéter qu'il y ait un amour plus grand. Et lui, au moins, il va commencer à comprendre que tu existes, que tu es une personne. Si tu lui cours après quand il est violent avec toi, attends, c'est tordu. Donc, il faut vraiment aider les femmes à être claires et à être justes. La justesse de respect par rapport à soi-même, c'est tu ne dois pas me faire ça, tu as l'interdiction de me rencontrer, j'ai très envie qu'on se revoie. Pour l'instant, on attend. Donner des forces aux enfants. Moi, ça me touche énormément, cette petite qui se réfugie à étage. Parce que la plus grande souffrance, c'est pas d'être tapé. C'est d'avoir, pour une femme, son enfant qui est tapé, ça fait réagir. Ou pour un enfant, d'avoir sa maman qui est tapée. Mais c'est l'univers, c'est deux soleils qui se crabouillent, quoi. C'est affreux. Donner des forces aux enfants. Je suis très touché par le fait qu'il y a tant d'enfants qui ne savent pas à qui parler. Regardez autour de vous. Est-ce que chaque enfant, moi j'ai des enfants qui me disent, si je parle à ma mère, ça se retourne contre mon père. Parce que je suis toujours juge des affaires familiales, mais à Nantes maintenant. Et si je parle à mon père, ça se retourne contre ma mère. Voilà. Ça se retourne toujours contre l'autre. Donc, moi, je me tais. Ça, il dit ça au juge, mais après, il dit, ce que je te dis, il ne faut pas le dire aux parents. Il faut que tous les jeunes aient un adulte avec qui on puisse parler. Un oncle, une tante, un grand-père, vous. Mais c'est pas normal que sur le Fénois, il y ait des enfants qui ne sachent pas à qui parler, parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre leur cadre de vie. Et puis donner des forces aux hommes. Donner des forces aux hommes, eh ben quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et merci, c'est que les femmes violentes en parole, tais-toi, c'est moi le vrai juge. Une fois, j'étais dans mon cabinet, et c'est ce qu'elle dit devant moi à son tanné. Et c'est moi le vrai juge. Je dis, excuse-moi, il me semblait que j'étais un peu... Oh, excuse-moi. Elle était très gentille avec moi. Bon, ouf. Des violences énormes, certains vont dire, des violences verbales qui sont plus fortes que les coups. D'accord. Mais il faut dire, en France, la violence physique, c'est non. Et ça, c'est radical. Après, on va être subtil, mais pas mettre tout au même niveau. La violence physique, c'est non. La violence verbale, on va travailler dessus ensuite. Mais donner des forces aux hommes, quand la femme, on ne sait pas comment lui répondre. Tu as dit tout à l'heure, Cécile, l'homme violent aime mal sa victime. Alors moi, j'ai travaillé sur des slogans. Je voudrais qu'on ait plein de campagnes, mais des campagnes qui cognent un peu en mots, parce qu'on faut pas être dans la mièvrerie, hein, et qu'on est... Ça y est, je déchire mon anglais, merci beaucoup. C'est la bonne page, oui. Slogan que je vous confie très humblement. Alors ça, c'est pas un slogan, c'est pas bon. Mais c'est une phrase qui est souvent à l'esprit, qu'il faut dire aux femmes. Accepter la violence, c'est bientôt accepter l'adultère. Ah oui, je supporte parce que comme ça, au moins, il est avec moi. Combien de fois j'ai vu ici sur le Fénois
que c'est la porte ouverte. Quand on méprise l'autre, on n'est plus partenaire à égalité. Quand les mots ne viennent pas, ce sont les poings qui parlent. Ou bien que j'aime bien, Aïtoman tape la rame, pas la femme. Et ça, j'aimerais bien qu'on dise qu'il faut. On a besoin de la force des hommes pour les rames. Ça, fort à la rame, doux à la femme. J'aimerais bien qu'on ait des forts à la rame, doux à la femme. Savoir dire non, c'est sauver sa famille et son couple. Combien qui disent « je sauve mon couple ». Si tu veux sauver ton couple, dis non à certaines choses. Sinon, ton couple, il ne tiendra pas. Et frapper la femme, c'est blesser l'enfant. Alors, les gens qui viennent devant moi, j'adore mon enfant, etc. Ça y est, j'ai fini. J'adore mon enfant, etc. Mais non. Frapper la femme, c'est blesser l'enfant. Mais pour la femme, si vous voulez qu'on tape sur les femmes moralement, dire du mal du tanné devant l'enfant, c'est tout à fait oui. Je souhaite qu'on ait des hommes forts, des hommes fiers d'avoir été violents et de ne l'être plus, et qui puissent témoigner qu'il y a des hommes forts qui ont dépassé ça. Voilà. Alors pour conclure juste en deux phrases, c'est aussi le rapport entre plaisir et pouvoir dans le couple. Il me semble qu'il y a deux dimensions essentielles, plaisir, amour, etc. On n'a pas le temps de détailler parce que je fais attention à elle. Et aussi le pouvoir. Qui a le pouvoir? Est-ce que le pouvoir, quelques femmes qui ont le pouvoir toute la semaine, et puis l'homme qui prend le pouvoir n'importe comment le week-end, vous connaissez. Et comment on va arriver à convertir ce plaisir vicieux du pouvoir physique en pouvoir du plaisir, pouvoir de donner du plaisir à l'autre, comme on le faisait au début. Hein. Regardez la petite jeune fille. Hein. Voilà. Donc, en Polynésie, qui vraiment est... J'ai vécu des choses extraordinaires, tellement de gens qui m'ont parlé de tout, mais c'est pas le moment d'en parler, mais le livre a fait parler aussi. Eh bien, je me rends compte qu'en Polynésie française, on est vraiment beaucoup plus près du paradis dans l'espace public, avec cette qualité, on a l'impression d'avoir des cousins partout, dimension de la fraternité, la République, mais attention, même si on est plus près du paradis, l'enfer est toujours juste à côté. Et ne l'oublions pas. Donc merci de ce que vous ferez pour le réduire, celui-là. Merci. Merci, Monsieur Duménil. Je vais laisser la parole à Nadir Boudéry. Pas seulement. Oui, je sais. Donc bonsoir, merci à ceux qui sont là. J'aurais voulu savoir si on était en période de partiel en ce moment, par rapport à l'audience. Il y a assez peu d'étudiants, oui. Et c'est un petit peu dommage. Enfin, je suis un peu surpris du nombre de participants. Merci à ceux qui sont là, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à dire à tous ceux qui n'étaient pas là qu'ils ont eu tort, parce que je pense qu'il y a des informations qui sont toujours intéressantes et que vous pouvez après réutiliser, réexploiter dans vos domaines respectifs. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il fait froid dans l'amphithéâtre, parce que je ne sais pas vous, mais j'ai vu qu'il y en a qui avaient des petites laines. Effectivement, je suis frigorifié depuis tout à l'heure et puis j'ai presque envie de bouger là. D'ailleurs, je vais peut-être me lever, je serai peut-être plus à l'aise. Pardon. Parce que, bon, effectivement, il fait un peu frais. Alors, donc je suis responsable du bureau de prévention à la DSFE. C'est un bureau qui existe depuis peu de temps parce qu'en fait, il a émergé, enfin, il est né d'un arrêté du Conseil des ministres de mars 2018. Et donc la DSFE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne DAS, la Direction des Affaires sociales, qui est devenue la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. Donc le bureau de prévention, rapidement, je vais essayer de faire court, parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup de temps, il est tard. Le bureau de prévention est amené à œuvrer dans différents domaines à travers des missions que je vais essayer de résumer en trois parties. La première, c'est les actions collectives. Ces actions collectives, c'est les actions qui sont menées par nos travailleurs sociaux dans les circonscriptions sur l'ensemble du Fénimois. Donc différentes circonscriptions, il y en a 10, enfin 9, bientôt 10, avec une qui sera dédiée aux archipels, les plus éloignés. Les actions collectives visent à réunir des familles, des enfants, en situation difficile, enfin, qui ont été soit prises en charge par rapport à des décisions de justice, soit repérées dans le cadre de la polyvalence pour des problématiques sociales. Et donc, mettre en place des actions collectives, ça peut être des séjours d'immersion où effectivement on va réunir des familles pour avoir une action éducative sur la parentalité, sur les problèmes concernant les addictions, on va en parler, sur les questions d'éducation, bref. Donc l'idée, c'est que le bureau de prévention, qui est un bureau qui n'a pas la charge de mesures à exécuter, puisse prendre le recul nécessaire et accompagner nos travailleurs sociaux pour mettre en place ces différentes actions.
Encore une fois, elles peuvent revêtir plusieurs formes. Par exemple, aujourd'hui, on a des jeunes qui ont été accompagnés de travailleurs sociaux, psychologues aussi, qui sont allés faire je crois que c'est sur Moréa, une sortie avec des dauphins. Donc en fait, la médiation se fait par ce qu'on appelle des non-humains en anthropologie. C'est des médiateurs qui peuvent permettre de réfléchir aux liens sociaux en fait qui existent entre nous. C'est ce qu'on appelle par exemple, dans le cadre de l'équithérapie, c'est des médiateurs qu'on utilise de manière à pouvoir développer des compétences spécifiques chez les jeunes. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. Enfin bref, ça c'est pour les actions collectives. Donc on est amené à les accompagner pour essayer d'en monter de plus en plus, de mieux en mieux, et spécifique aux besoins de chaque circonscription. La deuxième mission qu'on a, elle concerne les journées à thème. La journée des droits de l'enfant, qui vient d'avoir lieu donc, le 20 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, pour l'élimination des violences faites aux femmes, droits de la femme, le 8 décembre aussi, le Noël des solidarités, qui va avoir lieu sur le parc Powerfight, c'est une grande manifestation. Et donc, est-ce qu'on organise des manifestations spécifiques pour ces journées ou est-ce qu'on lance des actions? Là, en l'occurrence, pour la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est plus pour expliquer dans quelle démarche on s'inscrit. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième mission. Et la troisième mission, c'est une mission qui est plus ciblée sur la prévention. Et donc, l'idée, c'est de réunir toutes les informations concernant les problématiques de violences faites aux femmes, de violences sexuelles sur les mineurs. Ça concerne aussi les personnes dépendantes, les personnes âgées, donc en perte d'autonomie, voir toutes ces problématiques, essayer d'évaluer un petit peu leur importance sur l'ensemble du Fénois, et puis apporter des réponses spécifiques en termes de prévention. Donc c'est un partenariat qu'on essaie d'élaborer, donc avec la gendarmerie, avec les services, le commissariat, avec les services de l'hôpital, en termes d'information. On essaie de réunir. Nous aussi, on a les informations préoccupantes et les signalements qui nous permettent d'essayer de savoir ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, donc de manière géographique, mais aussi dans le temps. Et donc, à la suite de cette phase, on va dire, d'investigation, concernant des données fiables, des données assez précises, on mettra en place des actions. Pour mettre en place ces actions, on dispose d'un fonds de prévention sanitaire et sociale. C'est un fonds qui existe depuis 2018, qu'on va pouvoir mobiliser notamment à partir de 2019, qui va nous permettre de mettre en place des actions. C'est un fonds qu'on partage avec la direction de la santé, donc on a des partenariats aussi avec la direction de la santé. Et donc voilà, si vous avez des actions, si vous connaissez des associations qui ont besoin de mettre en place des actions concernant les problématiques, enfin, en ce qui concerne notre public social, ça peut être les populations, ça peut être des SDF, ça peut être des actions à destination des femmes, ça peut être des actions de développement des compétences psychosociales pour des populations vulnérables, enfin bref, on peut étudier ça et on peut les financer. Donc ça, c'est les trois missions qu'on doit mettre en place, enfin qu'on est chargé d'exécuter. Voilà. Brièvement, je vais essayer d'aborder rapidement la question. 5 minutes, on va faire bien. 5 minutes. La mallette qui a été réalisée en 2016, que certains connaissent tous, enfin, que certains connaissent parce qu'elle a été largement diffusée. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'auparavant, il y avait le ministère en charge de la condition féminine, qui n'existe plus aujourd'hui. Il faut savoir que c'est le bureau de prévention qui a récupéré la condition féminine. Et donc, dans ce cadre, on a récupéré un outil qui a été développé, qui est très très intéressant, qui s'appelle S'aimer sans violence. C'est un outil qui est dense, qui a été élaboré par plusieurs professionnels. Je salue largement le travail qui a été fait, qui est très très intéressant. Alors, l'avantage, c'est que, alors pour ceux que ça intéresse, on a encore des mallettes. Ceux qui travaillent auprès de populations de jeunes et qui veulent lutter contre la violence, il y a des thématiques qui sont très intéressantes qu'on peut aborder. Je ne vais pas toutes les aborder. Ce qu'on peut dire sur ce kit, c'est un format de kit, c'est-à-dire qu'on a à la fois des dossiers qu'on peut utiliser, des fiches, et en même temps une clé USB avec des clips qui sont des supports pour le discours qu'on va avoir. Alors, donc l'avantage, c'est qu'il est dense, il est très intéressant, et on peut largement exploiter sur un public restreint. C'est-à-dire que si c'est des enfants qui sont suivis par exemple la PJ, par nos services, dans des structures, ça peut être intéressant. On connaît le public et on a un travail de fond qui peut s'exécuter sur plusieurs semaines. Là, c'est intéressant. Et à l'origine, ça a été destiné pour les lycées et les collèges. Si c'est un groupe qui est hétérogène, comme une salle de classe, on va
va dire un environnement assez artificiel, ou si on fait ça dans les quartiers sur des publics qu'on ne maîtrise pas, ça va être plus compliqué et on va simplement aborder quelques thématiques. Mais on a le choix par rapport aux thématiques qui sont abordées ici. Juste vous donner une ou deux petites idées sur les différentes thématiques. Alors, il y a par exemple, sur les thèmes qui sont abordés, hop là. Donc, il y a 4 catégories, la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence verbale et la violence physique. Et parmi les séquences, il y a être prêt à avoir des relations sexuelles, se protéger, les pressions sexuelles, ou encore les rumeurs sur Internet, les insultes, la jalousie. Donc après, on peut picorer certaines thématiques et essayer de les mettre en place. Ça peut être intéressant pour un one-shot, c'est-à-dire qu'on arrive on fait une séance avec une salle de classe, on aborde cette question, mais on ne va pas plus loin. Là où ça peut être plus intéressant, et c'est là où je trouve que l'outil est très bien fait, c'est quand on a un groupe constitué dans lequel on veut faire évoluer. Là, ça devient un outil vraiment très intéressant. Donc voilà, je voulais juste faire un point. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on continue à la diffuser, cette mallette, et on va essayer de l'étayer avec de nouveaux supports, notamment en termes de clips. On va essayer de travailler avec d'autres établissements. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur la mallette. Et je voulais finir sur ce par quoi j'aurais dû commencer, la campagne de sensibilisation qu'on va essayer de mettre en place, donc à partir de maintenant, à partir de cette semaine, la semaine prochaine. Ça a été très compliqué d'essayer de trouver un angle d'approche. Il faut savoir que le bureau de prévention existe depuis peu, j'ai pris mes fonctions en septembre, et il était intéressant d'essayer de pas simplement avoir un impact à un jour J, c'est-à-dire que le 25, mais c'est d'avoir un impact sur la durée, sur la question des violences. Et donc l'idée, j'en ai discuté avec pas mal de professionnels, et celle qui a émergé, qui me paraissait la plus pertinente, c'était le fait de travailler sur la prise de conscience. Et donc on a un slogan qui est assez simple, c'est « Prends conscience et va de l'avant ». C'est un slogan qui est neutre, qui ne juge pas, qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à faire à travers une campagne, j'aime pas trop ce terme, une campagne de communication, il va y avoir des slogans comme ça que vous allez voir, donc avec ce leitmotiv, ça peut être un hashtag aussi. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe dans mon couple? Prends conscience de la situation conflictuelle dans ton couple et va de l'avant. Prends conscience et va de l'avant. L'idée, c'est que les personnes s'interrogent et travaillent sur la question de la prise de conscience. Cherchant un petit peu sur la prise de conscience, il y a une citation d'Oscar Wilde qui est très intéressante, qui dit « On a conscience avant, on prend conscience après ». Et ce déclic, c'est ce qui permet de faire le travail social. Si on n'a pas ce déclic, on va avoir souvent des situations où les personnes elles ne réalisent pas. Elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles ne réalisent pas. Et donc, on va essayer d'axer notre communication là-dessus. Et donc, il va y avoir des spots que vous allez voir, enfin pas à la télé, quand je dis des spots, c'est plutôt, on va commencer par une communication sur Internet, donc surtout avec Facebook, qui peut être très intéressante. Il y aura des visuels qui vont être réalisés, j'espère aussi des bandes dessinées, peut-être aussi un quiz qui va être mis en place, mais c'est pour vous dire qu'on commence à travailler là-dessus, mais c'est pas parce qu'on parle de ça le 25 qu'on va s'arrêter. On commence justement à avoir un travail de fond là-dessus. Concernant effectivement le fait de prendre conscience et d'aller de l'avant, on va aussi organiser des séances de sensibilisation dans nos circonscriptions. Et c'est très intéressant que vous ayez pu voir le clip Anna, parce que justement, il y a quelques semaines, j'ai tombé dessus. Le clip Anna est très très bien. Protection sur ordonnance, je le trouve plutôt relatif par rapport aux populations qu'on rencontre ici et aux problématiques, mais cela dit, on réfléchit là-dessus. Justement, avec nos psychologues, j'ai diffusé le kit, parce que ça fait partie d'un kit. Il y a les clips, il y a aussi des livrets d'accompagnement qui sont très bien faits. Et donc on va travailler dessus pour voir comment les adapter et les diffuser auprès de nos publics. Et il y en a un troisième, enfin, il y en a 4, mais le troisième est vraiment bien, qui s'appelle Tom et Léa, où là effectivement c'est deux enfants, un garçon et une fille qui sont assez âgés et qui déménagent l'appartement de leur mère qui est décédée. C'est très intéressant parce qu'on voit l'impact des violences conjugales sur les enfants et comment ces enfants ensuite ont été impactés, notamment le garçon qui a été suivi ensuite par la PJJ parce qu'il avait tapé quelqu'un. Et donc, vraiment, si on a des leviers à utiliser, souvent c'est les enfants, pour que les femmes prennent conscience, notamment quand on parle de situations de violence conjugale, parler de ce que vivent les enfants, c'est extrêmement... Enfin, ça permet d'enclencher cette prise de conscience. Donc voilà, l'idée c'est de dire, voilà, prends conscience et va de l'avant. Nous, on va continuer à travailler dessus. On va essayer aussi, de développer des supports spécifiques par rapport à la culture polynésienne. Il y a des partenariats qui vont être faits avec les affaires culturelles pour savoir quels sont les ressorts, les traits culturels qu'on peut utiliser, qu'on va pouvoir utiliser pour créer des supports qui vont marquer.
Ces supports sont intéressants. Vous avez vu le film Anna, il est plutôt bien fait. On rentre, et en plus ces films durent à peu près 15 minutes, entre 10 et 15 minutes. On a le temps de la réflexion. Mais ce qu'on voudrait au niveau du bureau de prévention, c'est avoir des supports locaux avec des logiques culturelles locales. Et c'est ça qui va permettre de prendre conscience. Comme tout à l'heure, monsieur le juge disait, quand la mère dit à sa fille, il faut endurer. Ça, c'est à décrypter. Ça, c'est à comprendre. Et on va le faire avec des mots propres à la culture polynésienne et avec voilà, un environnement, un cadre propre à la culture polynésienne. Et ça, c'est en train de se développer. Une dernière chose, j'aurais fini là-dessus. Oui, je sais. Et alors, je me lance. Ce slogan, bon, ça sera peut-être sous forme de hashtag, prends conscience et va de l'avant. On l'a aussi traduit. On l'a traduit en Ahara et Ahaere Imua. Voilà, ce qui signifie prends conscience et va de l'avant. Donc, le slogan en polynésien, enfin maori, il est plus long. On va peut-être le découper en Ahara et de l'autre côté, le reste. Donc, voilà, on va essayer de faire ça. Et l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des choses qui vont se faire, qui vont se développer. On commence sur la prise de conscience, mais après, il y a plein d'autres choses. Il y a l'estime de soi qu'il va falloir travailler. Il y a le travail avec les enfants. Il y a enfin, plein d'actions qu'on va essayer de faire émerger. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je laisse la parole, le meilleur pour la fin, si je puis dire. Madame de Vatine. Merci. Yorana et Marurit Ramai. Bon, je ne ferai pas une présentation des actions menées sur le terrain, à l'instar du travail remarquable effectué par des femmes, par leur association, telles que le Conseil des femmes de Polynésie, avec Tepu Tiao Tuyen Legaïk, foyer d'accueil des femmes battues, créé en 1989, que nous aurions pu aussi entendre ce soir. L'association Vahine Orama, créée par Madame Sandra Manutaile Viagami, l'association, bien sûr, polyvalente d'action judiciaire, présidée par Madame Cécile Moreau, le Soroptimisme International, club de Tahiti, présidé par Madame Dani Panero, lequel club soutient toutes les actions, notamment celles du Conseil des femmes, entre autres au niveau des formations au Pu'otehau. Je n'aborderai pas non plus la thématique de la lutte contre les femmes, contre les violences faites aux femmes par le droit, ce n'est pas mon domaine d'action, mais sous le prisme de la poésie, de la littérature, de l'écriture des femmes en Polynésie, avec l'association Groupe Litérama Rui, des auteurs polynésiens. La littérature polynésienne, reconnue aujourd'hui en Polynésie, dans le Pacifique francophone anglophone, et peu à peu en France, en Europe, dénonce les maux inhérents à toutes les sociétés, tels que l'alcoolisme, la drogue, la maltraitance, les viols, l'inceste, mais aussi d'autres formes de violence, des souffrances, des injustices de toutes sortes, sociales, économiques, culturelles, politiques, qui sont transmises, héritées, vécues par les femmes. Et elles révèlent des violences, des souffrances psychologiques, morales, subies, au travers des mots déposés, écrits, publiés, tout d'abord dans les numéros de la revue littéraire polynésienne Litérama, créée en 2002 par les auteurs polynésiens, qui en est maintenant à son 24e numéro, et dans les ouvrages d'auteurs polynésiens tels que L'île des rêves écrasés, Hombo, Carte postale de Chantal Spitz, Mutisme, Pina de Tita Wapeu, pour en citer deux. Ainsi, le corpus de la lutte contre les violences faites aux femmes s'étend également à la littérature qui mérite d'être prise en compte et qu'on s'y intéresse, d'autant qu'elle est en grande partie écrite par des femmes. La littérature autochtone en Polynésie, donc, est une littérature féminine engagée dans la dénonciation des violences, des souffrances, des injustices, au-delà de la revendication identitaire et au-delà de la création langagière, poétique, littéraire. Parmi les dizaines d'auteurs polynésiens qui sont publiés,
et les centaines, plusieurs centaines d'auteurs qui écrivent dans la revue Littéra Maori, il est donc une composante remarquable, l'implication des femmes dans l'écriture. Et parmi les 7 auteurs qui ont fondé la revue Littéra Maori, 5 sur 7 sont des femmes. Et parmi les premiers auteurs polynésiens primés en Polynésie, dans le Pacifique francophone ou en France, 4 sur 5 sont des femmes. En 2014, Audrey Ogès, une enseignante-chercheuse, a soutenu une thèse à l'Université de Nouvelle-Calédonie sur les violences coloniales dans les œuvres de Dewe Gorodé, auteur kanak, et de Chantal Spitz, auteur maori tahitienne. Toutes deux, Dewe Gorodé et Chantal Spitz, on le sait, sont des femmes engagées sur le plan politique et de l'histoire de la région, dans la résistance face à la colonisation française. Je cite Audrey Ogès. Toutes deux, sur le plan social, sont connues pour dénoncer toutes les formes dégradantes de violence et pour guérir les mots MAUX par les mots MOTS. Toutes deux, sur le plan littéraire, sont également connues pour célébrer la décolonisation des esprits par une écriture transgressive, libérée, qui est une subversion nécessaire pour reconquérir une forme de vérité, de dignité, et par une langue nouvelle, audacieuse, qu'autorise la liberté poétique dans le silence fécondant, éloquent de l'urgence scripturaire, de la nécessité verbale. Dans le Pacifique francophone, et notamment en Polynésie française, les ancêtres avaient accepté contre vents et marées l'évangélisation et la colonisation et tout le métissage social, culturel, spirituel qui s'ensuit et qu'ils avaient choisi pour leurs descendants et qui leur ont transmis. Pour les Polynésiens maoris d'aujourd'hui, la question est que transmettre à leur tour aux générations à venir. Au niveau des auteurs en Polynésie, la réponse est l'écriture, l'acte d'écrire, la littérature. C'est là l'engagement et la responsabilité des écrivains polynésiens aujourd'hui en Polynésie par rapport aux générations futures, à ce qu'il y a à leur transmettre. Les 4/5 des auteurs dans la revue Littéra Maori sont des femmes. Nous avions fait état des voix des femmes dans un des premiers numéros de la revue, dans les termes qui suivent. Parmi les femmes qui s'expriment, des voix qui se donnent à lire, à entendre, à manifester leur présence, il y en a de douloureuses, à cause des souffrances marquantes, mal enfouies dans les terres des ancêtres héritées dans l'indivision, à cause aussi des souffrances dans l'acte d'écrire qui remontent le temps par le filon de l'écriture, des souffrances qui s'apaisent à la sortie de la passe étroite de la rivière de bonne inspiration, à la réécriture dans ses sonorités, ses formes d'expression particulières, une fois libérées des courants contraires et le cap dépassé. Blessures, sensibilité polynésienne, écho du fossé entre ce que l'on pense du Polynésien et ce qu'il est, ce qu'il ressent. Des voix qui se libèrent peu à peu des discours silencieux pour se reconquérir soi, avec une meilleure idée de soi. Des voix de révolte, de honte, de faiblesse, de n'avoir pas eu la force de réagir, de parler, de dire. Des voix qui se cachaient, se taisaient, feignaient l'indifférence devant ce qui est entendu dire ou écrit. Des voix qui ne voulaient pas s'écrier, encore moins s'écrire. Des voix qui se révoltaient en silence. Des voix qui osent enfin s'exprimer, aller vers l'autre, rencontrer l'autre, échanger avec l'autre, à la suite du changement du regard porté enfin sur son dit, sur ses cris, sur son écrit. Des voix qui écrivent leur histoire au présent, dans la contemporanéité polynésienne. Et chacune de le faire selon sa stratégie, en chantant, en dansant, en peignant, en écrivant, en s'opposant, en agressant, en débattant et débattant.
en imposant, en transperçant du regard, en s'en foutant, en s'enfuyant, en coupant court, en se taisant, en éprimant, en se tairant, en s'emmurant, mais aussi en priant, méditant, sermonnant, suppliant, massant, lissant, adoucissant, anesthésiant, esthétisant, en cherchant à transformer les chagrins en sourires, les noirceurs en couleurs, les laideurs en beauté, en se sacrifiant pour payer la dette des souffrances passées et pour produire les prémices des joies et du bonheur futur. C'est l'expression diverse des êtres qui, pour survivre, ne peuvent se taire, n'en peuvent plus de se taire. Et chacune à sa manière se donne un espace, un lieu, un temps, une langue, pour renouer avec la vie, pour se créer de la vie, pour s'attacher à la vie. C'est la recherche du rétablissement de l'équilibre entre les extrêmes, l'avant et l'arrière, Reimua, Reimuri, proue et poupe de la pirogue société polynésienne. L'écriture féminine est de souffrance, de sentiments de vide, de manque. Les femmes exhument, balayent les peu, détriturent leur demeure intérieure par leurs écrits. Les femmes mettent au feu et sur le grill, par l'écriture, les scories de la vie. Et ce faisant, les femmes font le ménage à l'intérieur des têtes de la collectivité. Les femmes écrivent la détresse de leur réalité et l'espoir à reconquérir, à réaliser. Aujourd'hui, les femmes s'engagent dans une lutte littéraire. Les femmes brandissent le féminisme littéraire, affirmant, affinant, affilant leur langue et leurs pensées. En Polynésie, les femmes sont passées brutalement de l'ère des Vraini Ravaai, Papai Upea, Tafai Upea, Taeritapa, des femmes fabricantes, raccommodeuses, réparatrices de filets de pêche, batteuses de tapa, d'étoffes végétales, à l'ère des Vraini Rimai, Papai Prau, Taprau, des femmes artisanes aux mains pleines, couseuses, tresseuses, tatoueuses de pensées, des batteuses d'idées, écriteuses de mots, écrivantes en plusieurs langues, pour dire soi avec leurs mots, des mots pour lesquels, à la place des filets de pêche du passé, elles utilisent Te-up-e-a-nati, Internet, un filet d'un genre nouveau, pour se projeter vers l'avenir, vers l'autre, pour entrer en contact avec l'extérieur, le monde entier. Écrire, c'est construire sa pirogue, c'est construire sa propre maison, c'est se construire soi avec sa maison, sa culture, sa langue, de toute son âme de Maori d'aujourd'hui, dans la complexité sociale, familiale, culturelle d'aujourd'hui. Écrire, c'est préparer, assembler des matériaux qui serviront au hap'arira, dans la réflexion, à la construction de la société de demain, pour que le voyage de la pirogue société polynésienne continue. Dans le Pacifique francophone, les femmes ne sont pas accros à cric et à crac, mais à cri et à écrit pour la dignité. Pendant que tu citises, qu'ils critisent ou que je m'itise, elles décristallisent, médicalisent, revitalisent. Et pendant que tu fadaises, qu'ils fournaisent et que je malaise, elles démutisent, encyclisent, kanakisent, maohisent, naturalisent, pacifisent, humanisent. Écrire, c'est un engagement littéraire, poétique. C'est désamorcer les tensions dans la société. C'est un acte social et politique. Écrire, c'est équilibrer la vie sociale et la vie politique. L'acte d'écrire va au-delà de celui ou de celle qui écrit. C'est un acte qui se place dans un but de reconnaissance et dans une vision d'avancée de la société. Et en tant que femme, écrire, c'est notre ha, notre tutuha, notre battage de tapa. C'est notre papai upea, notre nouveau filet de pêche à fabriquer, notre tatau, notre tatouage, notre tâche d'aujourd'hui de femme de Polynésie. Écrire,
est entrée dans le rôle traditionnel des femmes du pays, qui, comme d'autres femmes ailleurs, s'occupent du futur en commençant au présent. Maruru.